Je suis Thomas, j'ai 67 ans, et pendant 5 longues années, j'ai laissé ma fille Émilie et son mari Marc vivre sous mon toit, dans ma maison, totalement gratuitement. Mardi dernier, tout a basculé lorsqu'elle m'a jeté une facture d'électricité au visage en hurlant que je n'étais qu'un simple pensionnaire chez elle, un parasite dans son foyer. Elle a exigé que je paie 5 000 € de loyer par mois, sinon je devais déguerpir. Je n'ai rien dit, j'ai simplement hoché la tête, préparé un sac et franchi le seuil de la porte sans me retourner. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je possédais la maison par le biais d'une société civile immobilière, une structure juridique en béton armé que j'avais mise en place des années plus tôt. J'ai immédiatement appelé mon avocat et vendu la propriété pour 940 000 €, payé comptant. Lorsque les nouveaux propriétaires ont entamé la procédure d'expulsion, Émilie m'a appelé, hystérique, mais ma réponse n'était pas celle qu'elle attendait. Avant de continuer, laissez-moi vous raconter comment une facture d'électricité a claqué sur le comptoir en granit avec un bruit sec. Un claquement qui a résonné dans la cuisine comme un coup de pistolet, marquant le début d'une course dont j'ignorais être le participant. C'était le seul bruit dans la pièce, un silence lourd et oppressant suivi l'impact du papier contre la pierre froide. Marc, mon gendre, l'a fait glisser vers moi avec un doigt gras, laissant une légère trace huileuse sur le granit immaculé que j'avais payé de ma poche. 450 €, Thomas, a-t-il dit. Sa voix était traînante, une sorte de plainte perpétuelle qui réussissait toujours l'exploit de paraître à la fois ennuyée et accusatrice. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Chauffer toute la ville de Lyon. J'ai baissé les yeux vers le morceau de papier froissé. 450 € et 37 centimes. La facture était adressée à moi, Thomas, l'homme dont le nom figurait sur l'acte de propriété du sol même sur lequel Marc se tenait avec arrogance. C'est moi qui paie cette facture, Marc, ai-je répondu, en m'efforçant de garder une voix égale, dénuée de l'agacement qui bouillonnait en moi. Je te l'ai déjà dit maintes fois. C'est une question de principe, a-t-il répliqué du tac au tac. Marc a 38 ans. Il porte des polos froissés dans lesquels il a probablement dormi, il vit dans ma maison gratuitement et n'a pas gardé un emploi stable depuis 8 mois, mais il semble en savoir énormément sur les principes. Nous essayons d'économiser de l'argent, a-t-il continué en pointant la facture du doigt, comme s'il s'agissait d'un témoin hostile à la barre d'un tribunal. Et toi, tu fais tourner le chauffage comme si nous étions propriétaires de la compagnie d'électricité. Le mot « nous » m'a semblé étrange, déplacé dans sa bouche. Je paie la facture. Nous sommes en novembre, il fait froid dehors, et l'humidité du Rhône pénètre dans les os si on ne chauffe pas. C'est à ce moment précis qu'Émilie, ma fille, est entrée dans la pièce. Elle s'essuyait les mains sur un torchon de cuisine, l'un des rares objets restants du trousseau de mariage que Caroline et moi avions reçu il y a 45 ans. Elle a vu la facture sur le comptoir. Elle a vu la posture défensive et agressive de Marc. Et immédiatement, par un réflexe conditionné qui me brisait le cœur un peu plus chaque jour, elle a pris son parti. « Papa, il a raison », a-t-elle dit. Sa voix était douce, ce qui, comme je l'avais appris au fil des années, était toujours pire que lorsqu'elle criait. Nous devons tous être plus prudents. Chaque euro compte en ce moment. J'ai regardé ma fille, mon Émilie. Elle portait une tenue de sport de marque, le genre de pantalon de yoga qui coûte 120 € à lui seul, alors qu'elle n'avait pas mis les pieds dans une salle de sport depuis des mois. Elle n'avait pas travaillé depuis qu'elle avait épousé Marc, Illy. À 5 ans. J'ai résisté à l'envie pressante de souligner cette ironie. Émilie, ai-je dit, ma patience commençant à s'effriter comme du vieux plâtre. J'ai payé cette facture. Je paie la taxe foncière. Je paie l'assurance habitation. Je paie les courses qui remplissent ce frigo. J'ai payé absolument tout dans cette maison depuis 5 ans. Depuis que vous avez emménagé ici, juste après le décès de ta mère. Le nom de Caroline a flotté dans l'air, lourd et sacré. Cette cuisine, avec ses placards en chêne massif sur mesure que j'avais construits de mes propres mains et les plans de travail en quartz que j'avais fait installer l'année dernière, avait été son sanctuaire. Maintenant, elle ressemblait davantage à un champ de bataille. Marc a ricané, un son méprisant. Ne nous sors pas la carte de la femme morte, Thomas. Il s'agit de responsabilité. Nous sommes une famille. Nous sommes censés être une équipe. Une équipe, vraiment? Une équipe où j'étais le seul à tirer la charrue pendant que les autres étaient assis dans la charrette. Et quelle est ta contribution à l'équipe, Marc? Je n'ai pas pu m'en empêcher, les mots sont sortis tout seuls. Je ne te vois pas contribuer aux 18 000 € d'impôts annuels. Je ne te vois pas acheter de nourriture. Par contre, j'ai vu que tu as commandé un set de club de golf à 300 € sur Amazon la semaine dernière, livré directement à cette adresse. Le visage de Marc a viré au rouge terne. C'était une dépense professionnelle, je fais du réseautage. Du réseautage pourquoi? Pour un travail pour lequel tu n'as même pas postulé. Ça suffit, a crié Émilie.
Le changement a été instantané. La fille douce et concernée avait disparu, remplacée par cette étrangère tranchante et cassante qu'elle était devenue. C'est exactement ça le problème, papa. Tu es toujours en train d'attaquer. Tu es toujours en train de juger. Tu es assis ici dans ton petit royaume et tu nous juges. Ce petit royaume est ma maison, ai-je dit, ma voix se durcissant. C'est notre maison, a-t-elle claqué en retour. Nous vivons ici. Nous avons mis nos vies entre parenthèses pour être ici avec toi, papa. J'ai failli éclater de rire. Entre parenthèses, vous avez emménagé parce que vous avez été expulsé de votre appartement à Bordeaux. Vous avez emménagé parce que Marc a perdu son emploi. Nous avons emménagé pour te soutenir après la mort de maman, a-t-elle insisté. C'était il y a 5 ans, Émilie. Je vais bien. Il me semble que c'est vous qui avez besoin de soutien. Cette conversation ne menait nulle part. J'ai soupiré, ramassant la facture et la pliant soigneusement. Je paierai ceci comme je le fais toujours. Mais Marc, tu ne me parleras plus jamais sur ce ton dans ma propre maison. Marc a regardé Émilie. C'était un défi silencieux et suffisant. Vas-tu le laisser me parler comme ça? Émilie s'est redressée de toute sa hauteur. Son visage s'est durci, et la fille que je connaissais s'est complètement volatilisée. Elle a été remplacée par cette étrangère froide et pleine de droit. Non, a dit Émilie, sa voix descendant à un niveau bas et dangereux. On ne fait plus ça, papa. Nous n'allons pas vivre sous ta coupe. Sous ma coupe. J'étais sincèrement confus. Je paie pour tout. Comment est-ce vivre sous ma coupe? Exactement, m'a-t-elle interrompu. Tu le tiens au-dessus de nos têtes. Ce royaume, comme tu l'appelles. Tu nous fais nous sentir petits. Tu nous fais nous sentir comme des enfants. Marc est intervenu, sentant l'odeur du sang dans l'eau. Elle a raison, Thomas. Nous ne pouvons pas construire notre avenir quand nous sommes coincés ici à vivre de tes miettes, à s'inquiéter d'une facture d'électricité de 400 €. Alors ne vous en inquiétez pas, ai-je dit. Trouvez-vous tous les deux un travail et achetez votre propre maison. Émilie a ri. C'était un son aigu, laid, qui n'avait pas sa place dans la cuisine de Caroline. Oh, papa, tu ne comprends vraiment rien. N'est-ce pas? Nous aimons cette maison. Nous aimons ce quartier. C'est notre vie. C'est toi qui es de trop. Je l'ai fixé. De trop? Tu as une idée? A-t-elle dit en s'approchant. De ce que c'est que d'avoir 36 ans et de devoir dire à ses amis qu'on vit avec son père? Tu sais à quel point c'est humiliant. J'imagine que c'est moins humiliant que de leur dire que tu es SDF. Ai-je marmonné. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Non, dis-le. Je l'ai dit, ai-je répété en me levant. J'imagine que c'est moins humiliant que d'être sans abri, ce que vous auriez été il y a 5 ans si je ne vous avais pas accueilli. La vérité l'a frappée de plein fouet, mais au lieu de la honte, elle a caillé en rage. Tu vois? A-t-elle hurlé en se tournant vers Marc. C'est de ça que je parle. Il nous le reproche. Il nous traite comme de la boue. Elle s'est retournée vers moi, les yeux plissés. Tu sais quoi, papa? Marc et moi avons eu une longue conversation hier soir. Nous avons été des aides-soignants pendant 5 ans. Aides-soignants. J'ai presque crié. J'ai 67 ans, pas 97. Je n'ai pas besoin d'aide-soignant. J'ai réparé votre broyeur, dévié la semaine dernière. Je t'ai conduit chez le dentiste parce que Marc était trop occupé à jouer à des jeux vidéo. C'est du travail émotionnel, papa, a-t-elle crié. Le stress de s'inquiéter pour toi. Le fardeau de savoir que tu es juste dans la pièce à côté, à écouter, à juger. Nous gâchons les meilleures années de nos vies. Les années où nous devrions construire notre famille, coincés ici à faire du babysitting pour un vieil homme amer. Un vieil homme amer, ai-je répété. Les mots ressemblaient à du gravier dans ma bouche. Oui, et c'est fini, a-t-elle dit en croisant les bras. Nous avons pris une décision. Les choses vont changer pour de bon cette fois. Marc se tenait à côté d'elle, un sourire triomphant sur le visage. C'était clairement son idée, mais Émilie était le bourreau. Très bien, ai-je dit en me rasseyant. Quel changement proposez-vous? Vous voulez que j'arrête de réparer la plomberie? Non, a dit Émilie. Nous voulons que tu commences à contribuer. Contribuer? Je contribue à tout. Tu contribues à la maison, a interjeté Marc. Tu ne contribues pas à nous, au stress, au temps, au fait de devoir te supporter. Une terreur froide a grimpé le long de ma colonne vertébrale. De quoi parlez-vous, Marc? Émilie a porté le coup fatal. Nous avons regardé les prix du marché pour une chambre dans ce code postal, plus les charges, plus une compensation pour nos soins.
Elle a fait une pause, savourant l'instant. Nous avons décidé que 5 000 € par mois est un prix juste pour que tu continues à vivre ici. L'air a été aspiré de mes poumons. 5 000 € par mois. C'est exact, a dit Marc en hochant la tête. Pour vivre dans ma propre maison. Ce n'est plus ta maison, a dit Émilie, sa voix plate, dénuée de toute émotion. Pas vraiment. Une maison appartient aux gens qui y vivent, qui en font un foyer. C'est nous. Toi, tu es juste là. J'ai regardé les placards en chêne que j'avais poncés et teints à la main. J'ai regardé le carrelage que Caroline et moi avions posé à genoux un mois de juillet caniculaire. Cette maison, ai-je chuchoté, est à mon nom. J'ai remboursé le prêt en 2005. C'est ma maison. Émilie a ri de ce rire laid à nouveau. C'est juste un bout de papier. C'est une pensée de vieux. C'est notre monde maintenant, papa. Et dans notre monde, tu paies ta part. Et si je refuse, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Si je ne paie pas vos 5 000 € d'extorsion. Le regard sur le visage d'Émilie, le visage de ma fille, est devenu un masque d'indifférence froide et absolue. Elle s'est penchée près de moi, assez près pour que je voie les paillettes dorées dans ses yeux, juste comme ceux de sa mère. Alors tu dégages. Quoi? Tu m'as entendu. Paie le loyer ou. Dégage. Nous ne te soutenons plus. Tu as jusqu'au 1er du mois. C'est dans 10 jours. Trouve l'argent ou trouve un nouvel endroit où vivre. Marc souriait. Une vue vraiment dégoûtante. Émilie se tenait droite, fière d'elle, comme si elle venait de conclure une affaire majeure. Et moi, je l'ai juste fixée. J'ai fixé l'étrangère qui portait le visage de ma fille. J'ai vu l'iPhone à 1 500 € dans sa main. J'ai vu le collier en diamant à 2 000 € avec lequel Marc l'avait surprise à Noël dernier. Un collier que j'avais payé quand j'avais donné 2 500 € à Marc pour une réparation de voiture urgente qui n'avait jamais eu lieu. J'avais financé ma propre exécution. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas énuméré les milliers d'euros que j'avais dépensés, les sacrifices que j'avais faits. À quoi bon? Il savait. Il s'en fichait tout simplement. Mon cœur, que je pensais brisé quand Caroline est morte, venait de trouver une nouvelle façon de se fracasser. Je me suis levé de la table de cuisine. J'ai regardé le dîner à moitié mangé que j'avais cuisiné pour eux tous. Je comprends, ai-je dit. Ma voix était parfaitement plate. Le sourire triomphant d'Émilie a vacillé. Elle s'était attendue à une bagarre. Elle s'était attendue à des larmes, des supplications, des arguments. Elle s'était préparée à une tempête. Elle n'était pas préparée au calme. Tu comprends? A-t-elle bégayé. Oui, ai-je dit. Je comprends parfaitement. Payer ou partir. Vous avez rendu votre position claire. Je me suis tourné et suis sorti de la cuisine. Je suis allé dans ma chambre, la chambre principale que Caroline et moi avions partagée, la seule pièce qui n'avait pas encore osé réclamer. J'ai fermé la porte. J'ai entendu le verrou s'enclencher. Je me suis assis sur le bord du lit dans le silence. Je pouvais entendre leur voix dans la cuisine, baissée en chuchotement maintenant. Eh bien, c'était facile, ai-je entendu Marc murmurer. Émilie a laissé échapper un rire nerveux. Tu vois, je te l'avais dit, c'est juste un vieil homme solitaire. Il n'a nulle part où aller. Il paiera. J'ai regardé la photographie de Caroline sur ma table de chevet. Eh bien, ma chérie, ai-je chuchoté. Tu avais raison. Tu as toujours dit qu'Émilie avait épousé une sangsue. Tu ne savais juste pas qu'elle en était une aussi. J'ai pris mon téléphone. Il était temps d'appeler Maître Vernet. Il paiera, avait dit Émilie. Oh oui. Ils allaient tous payer. Je suis resté assis là, le cliquetis du verrou résonnant encore dans la pièce. Payer ou partir. Les mots se répétaient dans ma tête, un petit rythme stupide et vicieux. Ma fille, mon Émilie, venait de menacer de rendre son père de 67 ans sans abri. Le père qui avait payé ses études, son mariage et le toit au-dessus de sa tête ces 5 dernières années. Je pouvais les entendre de l'autre côté de la porte. Les chuchotements, le soulagement. J'ai distinctement entendu Marc dire « C'était plus facile que je ne le pensais ». Un vieil homme solitaire. Peut-être que je l'étais. J'ai tendu la main vers le cadre en argent. Caroline me souriait, figée dans le temps lors de notre voyage dans le Luberon en 1998. Ses yeux étaient brillants, pleins de vie, pleins de cette malice que j'adorais. Caroline avait été l'intelligente, la planificatrice. J'étais le bâtisseur, celui qui travaillait de ses mains. Elle était la stratège, celle qui voyait 3 coups d'avance dans n'importe quel jeu, elle a l'ambition de Marc, disait Caroline à propos d'Émilie. Je prie juste pour qu'elle n'ait pas sa morale.
Il semblait que ses prières n'avaient pas été exaucées. C'était notre chambre. Notre chambre. J'avais porté Caroline au-dessus de ce seuil en 1985. Émilie était née quand nous vivions dans ce premier petit appartement, mais elle a grandi dans cette maison. C'était la chambre dans laquelle je m'étais assis en tenant la main de Caroline alors qu'elle rendait son dernier souffle, il y a 5 ans et 3 mois. Et maintenant, cette même fille exigeait 5 000 € pour le privilège de dormir dans ce lit. Il n'a nulle part où aller, avait dit Émilie. C'est là qu'elle avait tort. C'est là qu'ils avaient tous les deux si catastrophiquement tort. Ils me voyaient comme vieux. Ils me voyaient comme faible. Ils me voyaient comme simple. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la prévoyance de Caroline. Je me suis levé et j'ai marché vers le placard. Derrière mes vieilles bottes de travail et une boîte de chaussures de Caroline que je ne pouvais toujours pas me résoudre à jeter, il y avait un petit coffre-fort encastré dans le mur. J'ai tourné le cadran. 22 octobre 75, notre anniversaire de mariage. Les mécanismes ont cliqué. À l'intérieur, sous mes vieilles médailles militaires et les perles de Caroline, se trouvait un dossier épais relié en cuir. Je l'ai sorti et me suis assis sur le lit. Les statuts de la SCI Caroline et Thomas. Caroline avait été secrétaire juridique pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Elle voyait des choses. Elle voyait des familles se déchirer pour des testaments. Elle voyait des enfants avides essayer de faire déclarer leurs parents incompétents. Il y a 10 ans, quand les médecins ont mentionné le mot cancer pour la première fois, elle n'a pas pleuré. Elle s'est organisée. Thomas, avait-elle dit, assise juste ici dans cette cuisine. Nous devons nous protéger, pas des étrangers, mais de la famille. À l'époque, je pensais qu'elle devenait paranoïaque. Émilie était à l'université. Elle était douce. Elle était notre petite fille. Mais je faisais confiance à ma femme. J'aurais confié ma vie à Caroline. Et à la fin, c'est ce que j'ai fait. Nous sommes allés voir un notaire de haut vol, pas un gars du coin, mais un expert du centre-ville de Lyon. Nous avons passé 6 mois et des milliers d'euros à tout restructurer. Nous n'avons pas seulement rédigé un testament. Nous avons créé une forteresse. Nous avons pris cette maison, la maison que j'avais construite, la maison que j'avais payée en 2005, et nous avons transféré le titre de propriété. Nous l'avons sorti de mon nom. Nous l'avons sorti de son nom. Nous l'avons placé de manière permanente et légale dans une société civile immobilière. Je ne suis pas le propriétaire de cette maison. Plus maintenant. Je suis le gérant statutaire à vie avec les pleins pouvoirs de disposition. Je suis le gestionnaire. Je suis celui qui contrôle. La maison appartient à la société. Et qui est le nu propriétaire bénéficiaire de cette société? Notre autre enfant. Notre fils Léo à Chicago. Celui qui appelle tous les dimanches juste pour savoir comment je vais. Celui qui envoie des photos de ses enfants. Celui qui ne m'a jamais demandé un seul centime. Émilie, elle, a reçu une somme d'argent généreuse dans notre testament, mais elle n'a absolument aucun droit sur cette propriété. Aucun. Légalement, Émilie et son mari bon à rien ne sont pas des membres de la famille vivant avec leur père souffrant. Ils sont des occupants sans droit ni titre, des invités dont l'invitation vient d'expirer. Une clarté froide et tranchante m'a envahi, repoussant la douleur. Payez ou partez, avait-elle exigé. Elle venait de donner un ultimatum au propriétaire légal. Elle venait d'essayer de faire payer un loyer au gérant. L'arrogance époustouflante de la chose, la stupidité. Ils étaient tellement aveuglés par leur cupidité, tellement convaincus de ma faiblesse, tellement certains que j'étais un vieil homme simple, qu'ils n'avaient même pas pris la peine de faire une simple recherche au cadastre ou au greffe du tribunal de commerce. Ils supposaient juste que tout était à eux. J'ai regardé la photo de Caroline à nouveau. « Tu l'as fait, ma chérie », ai-je dit. Un petit sourire froid a touché mes lèvres pour la première fois depuis des jours. Tu m'as sauvé, même maintenant. Émilie pensait que je n'avais nulle part où aller. Je pouvais aller n'importe où. J'ai ma retraite. J'ai mes économies. Et j'ai l'autorité légale totale et illimitée de cette SCI qui me soutient. Elle pensait qu'elle me donnait 10 jours pour trouver 5 000 €. Elle n'avait aucune idée. Elle venait de se donner 10 jours pour trouver une nouvelle vie. Je me suis levé. Le choc avait disparu. Le deuil de ma fille était toujours là, mais il était maintenant emballé dans de la glace. Tout ce qui restait était la clarté. J'ai pris mon téléphone. Ce n'était pas le moment d'appeler mon fils, Léo. Pas encore. C'était le moment d'appeler mon avocat. Je suis resté assis sur le bord du lit pendant un long moment. Le cuir du dossier était frais contre mes doigts. De l'autre côté de la porte, les chuchotements avaient cessé. J'ai entendu le tintement des verres. Des rires. Ils célébraient. Ils venaient de réussir à extorquer 5 000 € par mois à un veuf de 67 ans, et ils célébraient. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à la lettre V. Vernet.
Maître Vernet. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'il ne décroche. Sa voix était exactement comme je m'en souvenais, calme, précise et chère. Cabinet Vernet, Maître Vernet à l'appareil. Vernet, ai-je dit, ma voix calme. C'est Thomas. Thomas Vance. Il y a eu une pause. Il cherchait mon dossier. Thomas, cela fait longtemps. J'espère que vous allez bien étant donné les circonstances de notre dernière rencontre. Je vais bien, Vernet. Mais j'appelle au sujet de la SCI Caroline. Bien sûr, a-t-il dit. Y a-t-il un problème avec les distributions pour Léo? Non, ai-je dit. Il est temps. Je veux que vous vendiez la maison de Lyon. Le silence à l'autre bout de la ligne était lourd. Je pouvais l'imaginer dans son bureau d'angle, ajustant ses lunettes à monture dorée, regardant la ville. Thomas, vendre la maison. Que s'est-il passé? Vous savez que les termes des statuts sont clairs. Vous avez un droit d'habitation à vie, mais la vendre, c'est une liquidation majeure. Je suis conscient des termes, Vernet. Je suis le gérant, et je vous donne l'instruction de vendre l'actif. D'accord, a-t-il dit lentement, passant en mode juridique professionnel. Mais Thomas, vous devez comprendre, nous ne pouvons pas simplement la vendre. Votre fille et son mari y vivent. Ils ont établi une résidence. Ils sont à toutes fins utiles des occupants. Même sans bail écrit, selon la loi française, nous devons suivre une procédure stricte. J'ai écouté patiemment. C'était un bon avocat. Il voyait tous les problèmes logiques, mais il n'avait pas la composante émotionnelle. Ils ne seront pas un problème, ai-je dit. Thomas, vous ne m'écoutez pas. Ils sont le problème. Vous ne pouvez pas simplement mettre votre fille dehors. Vernet, l'ai-je interrompu, et ma voix n'était plus celle d'un client, mais celle d'un patron. Il y a 1 heure, ma fille m'a informé que je suis, selon ses mots, juste un pensionnaire dans cette maison. Elle m'a ensuite donné un ultimatum. Payer 5 000 € de loyer par mois avant le 1er du mois ou partir. Ses mots exacts étaient « payer ou partir ». L'avocat était silencieux. J'avais enfin, après 10 ans, réussi à le surprendre. Elle quoi? Elle vient d'essayer d'extorquer son propre père et gérant de la société propriétaire, Vernet. Elle vient de donner au propriétaire un avis de départ. Mon Dieu, Thomas, je suis désolé. Ne le soyez pas, ai-je dit. Cela clarifie les choses. Mais vous avez raison. Je ne peux pas attendre des mois. Je ne veux pas les combattre au tribunal pendant la trêve hivernale. Je ne veux pas de visite libre. Je ne veux pas de panneaux à vendre sur la pelouse. Je veux que ce soit fait vite, et je veux que ce soit fait proprement. Que proposez-vous? A-t-il demandé. Je ne vends pas sur le marché traditionnel, ai-je dit. Je ne m'occupe pas du home staging et des réparations. Je veux que vous appeliez une société d'investissement, un marchand de biens. De ceux qui achètent comptant, en l'état, et qui gèrent les problèmes d'occupation. Je veux une offre cash, sans conditions suspensives, et je veux que ce soit clos en 7 jours. Thomas, a protesté Vernet. C'est de la folie. Vous allez subir une perte énorme. Ils vont vous offrir 15, peut-être 20% en dessous de la valeur du marché juste pour la convenance. La maison vaut 1 100 000 € facilement. Vous aurez de la chance d'en tirer 950. 940 000, ai-je dit. Quoi? J'accepterai 940 000. Je me fiche de l'argent, Vernet. Je me soucie du principe, comme dirait Marc. Je veux que cet actif soit liquidé. Je veux qu'il soit hors de mes mains. Je veux qu'il parte. Pouvez-vous le faire? Je l'ai entendu soupirer, le son d'un homme qui était sur le point de gagner beaucoup d'argent sur un cas très triste. Une offre comptant, en l'état, clôture en 7 jours. Oui, Thomas, je peux faire ça. Je passerai les appels à la première heure demain matin. Bien, ai-je dit. Envoyez tous les papiers à ma nouvelle adresse. Nouvelle adresse. J'étais déjà en train de sortir ma vieille valise du haut du placard. C'est exact. À partir de ce soir, j'honore la demande de ma fille. Je m'en vais. À 5h30 du matin, la maison était sombre et silencieuse. Je n'avais pas dormi. J'avais préparé une valise, quelques bonnes chemises, mes affaires de toilette, le dossier en cuir avec les documents de la SCI et la photo encadrée de Caroline. Tout le reste pouvait rester. J'ai traversé la maison une dernière fois. La cuisine était propre. J'avais lavé ma propre assiette. Je suis allé au petit bureau près de la fenêtre où je payais mes factures. J'ai trouvé un bloc-notes. J'ai écrit « Émilie et Marc, j'ai besoin de quelques jours pour réfléchir à votre demande. Je serai chez un ami. Papa.
J'ai laissé le mot sur le comptoir de la cuisine, exactement là où la facture d'électricité avait été. Je suis sorti par la porte d'entrée, la même porte par laquelle j'avais porté ma fille quand elle était bébé. Je ne me suis pas retourné. Le taxi que j'avais commandé attendait au coin. « Où va-t-on, monsieur ?» a demandé le chauffeur. « À l'Intercontinental, Hôtel-Dieu. » Le chauffeur a haussé un sourcil dans le rétroviseur, regardant ma valise simple et ma veste de vieil homme, mais il a hoché la tête et s'est inséré dans la circulation de l'Aube. À 6h15, je m'enregistrais dans une chambre à 300 € la nuit avec vue sur le Rhône. Le concierge était poli. La chambre était calme. J'ai commandé du café et des croissants au service d'étage, et pour la première fois en 5 ans, j'ai ressenti une étrange paix froide. Je n'étais plus un fardeau. J'étais juste un homme dans une chambre d'hôtel sur le point de devenir très, très riche. J'ai laissé passer une journée. Je savais que le mot les satisferait. Ils penseraient que j'étais faible, effrayé, essayant de comprendre comment rassembler leur argent d'extorsion. Ils se sentiraient puissants. C'était parfait. Laissez-les avoir leur moment. Mon téléphone a vibré. Un texto de Emily. Papa, où es-tu? Appelle-moi. Je l'ai ignoré. Un autre texto. Papa, ce n'est pas drôle. On s'inquiète. J'ai ignoré ça aussi. J'étais occupé. J'étais au téléphone avec Vernet. Vernet, ai-je dit en regardant les péniches sur le fleuve en contrebas. J'ai besoin d'une chose de plus. J'ai besoin de savoir pourquoi. Ce n'est pas juste de la cupidité. C'est du désespoir. Je l'ai entendu dans leur voix. Ils essaient de m'arnaquer de ma maison et ils ont peur. J'étais déjà en train de regarder ça, a dit Vernet. C'était un bon avocat. J'ai un enquêteur privé sous contrat. Il est très discret. Donnez-moi 48 heures. 48 heures. Le temps exact qu'il faudrait pour que les offres d'achat commencent à arriver. Le lendemain, j'ai éteint mon téléphone. Je suis allé me promener dans le Vieux-Lyon. J'ai visité le musée des Beaux-Arts. J'ai mangé un steak tartare dans un bouchon que Caroline et moi adorions pour nos anniversaires. J'étais un fantôme dans ma propre ville, invisible. J'étais juste ce qu'Émilie et Marc pensaient que j'étais, un vieil homme sans nulle part où aller. Mais j'étais un vieil homme avec un plan. Le jeudi après-midi, Vernet a appelé sur la ligne fixe de la chambre d'hôtel. J'ai décroché. Thomas, j'ai le rapport de l'enquêteur et c'est mauvais. C'est pire que ce que vous pensiez. Je me suis assis. Dites-moi. Sa voix était sombre. Marc n'a pas été licencié économique de son entreprise de technologie il y a 8 mois. Il a été viré pour faute grave. Quelle faute? L'enquêteur appelle ça des irrégularités financières. Ma source dit que c'est un détournement de fonds. 50 000 €. L'entreprise n'a pas encore porté plainte au pénal. Ils lui ont donné un délai pour rembourser. Ce délai, Thomas, c'est la fin de ce mois. 50 000. Le montant exact multiplié par 10. Donc, ils sont fauchés, ai-je dit. Pire que fauchés. Ils se noient. L'enquêteur a vérifié leur crédit. Ils ont 210 000 € de dette. Carte de crédit plafonnée, 2 prêts auto de luxe sur des voitures qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils ont manqué 3 paiements sur la BMW d'Émilie. Ils vivent sur des vapeurs et du temps emprunté. Tout s'est mis en place. Le désespoir, l'agression, l'ultimatum. Ils n'essayaient pas juste d'obtenir un loyer de moi. Ai-je dit, la réalisation me frappant comme un coup physique. Non, a dit Vernet. Les 5 000 € n'étaient que le bâton. Ils avaient une carotte. Quelle carotte? Émilie a appelé mon étude hier en prétendant être une fille concernée. Elle posait des questions hypothétiques. Elle voulait savoir quel document un père devrait signer pour laisser sa fille l'aider à gérer ses actifs. Elle posait des questions sur l'ajout de son nom à l'acte de propriété. J'ai fermé les yeux. Ils essayaient de me faire signer des papiers. Ai-je chuchoté? Ils allaient vous faire signer une donation ou une procuration. Ils auraient utilisé ça pour prendre une hypothèque frauduleuse sur votre maison, rembourser le détournement de fonds avant que Marc ne soit arrêté et payer leur carte de crédit. Ils auraient saigné la maison à blanc et vous auraient laissé avec la dette. Ma propre fille, mon Émilie, elle n'essayait pas juste de m'extorquer. Elle essayait de me piéger. Elle essayait de voler ma vie entière pour sauver son mari bon à rien de la prison. Merci, Vernet, ai-je dit. Ma voix était calme. La glace dans mes veines se répandait. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Thomas, a-t-il dit, une note rare d'inquiétude dans sa voix. Nous avons l'offre. 940 000 € comptant de Lyon Investissement Immobilier. Ils peuvent clore en 5 jours. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça?
J'ai regardé le téléphone. J'ai pensé à Caroline. J'ai pensé aux 210 000 euros. J'ai pensé aux 50 000 euros que Marc avait volés. Faites-le, Vernet, ai-je dit. Vendez-la. Vendez tout. Je suis resté assis sur le bord du lit pendant un long moment. La maison, ma maison, était silencieuse dans ma mémoire. Les chuchotements triomphants de la cuisine s'étaient effacés. Mes mains étaient parfaitement stables. Le choc avait disparu. La douleur était toujours là, une pierre froide et lourde là où mon cœur battait autrefois, mais ce n'était plus du chagrin. C'était du carburant. J'ai repris mon téléphone. Mon pouce a plané sur le nom d'Émilie. J'ai pensé à l'appeler, à essayer une dernière fois de faire appel à la fille que j'avais élevée. Mais à quoi bon? La personne qui m'avait donné cet ultimatum n'était pas ma fille. C'était une étrangère. J'ai fait défiler l'écran. J'ai appuyé sur le bouton d'appel pour Vernet à nouveau. J'ai écouté les sonneries, nettes et numériques. Il a décroché. Thomas. Vernet, c'est encore moi. Je veux que les papiers soient prêts pour signature immédiate. Ils le seront, a-t-il confirmé. Je prépare l'acte de cession des parts de la SCI. Tout sera transféré aux acheteurs. C'était la beauté de la chose. En vendant les parts de la société plutôt que la maison elle-même, la transaction pouvait être beaucoup plus rapide, évitant certains délais administratifs classiques. C'était une vente d'entreprise, pas juste une vente immobilière. Parfait. Et concernant l'occupation? Ai-je demandé. Le contrat stipulera que le bien est vendu, occupé sans droit ni titre. L'acheteur, Lyon Investissement, fait son affaire personnelle de l'éviction. Ils ont leur propre méthode, leurs propres huissiers. Ils sont très efficaces. Efficace. C'est le mot que je cherchais. J'ai raccroché. Le lendemain matin, vendredi, mon téléphone a sonné. Je l'ai laissé sonner 3 fois. J'ai décroché. Allô? Papa. C'était la voix. Pas la voix froide et dure de l'étrangère dans ma cuisine. C'était une voix différente. C'était la voix de petite fille aiguë et haletante. Celle qu'elle utilisait quand elle avait 12 ans et voulait un nouveau vélo. C'était une performance et cela m'a retourné l'estomac. Papa, oh Dieu merci. Où es-tu? On devient fou d'inquiétude. Tu vas bien? Je vais bien, Émilie, ai-je dit. Ma voix était intentionnellement plate, fatiguée. Je suis chez un ami. Bill Murdoch, de l'ancienne équipe. Bill était mort depuis 3 ans, mais Émilie ne le saurait pas. Elle ne faisait jamais attention. Oh, papa, Dieu merci. Elle a soufflé. Le soulagement dans sa voix était palpable. Écoute, écoute. Je suis tellement désolé pour l'autre soir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Marc et moi, on était juste tellement stressés. On a été horrible. On ne pensait pas un mot de tout ça. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'étirer. Papa, tu es là? C'était intense, Émilie, ai-je finalement dit. Je sais. Et nous voulons arranger les choses. S'il te plaît, rentre à la maison. On ne veut pas ton argent, papa. Oublie les 5 000 euros. C'était stupide. C'était juste Marc qui était stressé. Tu sais comment il est. On veut juste que tu rentres. Tu nous manques. C'est gentil de ta part de dire ça, Émilie, ai-je répondu. Je pouvais l'entendre prendre une respiration tremblante, la partie suivante de son script se chargeant. Et on parlait, et la raison pour laquelle on a été si stressé. C'est juste les finances, tu sais. Oh, nous y voilà, ai-je pensé. Les choses ont été juste serrées, a-t-elle continué, sa voix pleine de fausse vulnérabilité. Et cette maison, c'est une maison merveilleuse, papa. Mais elle est vieille. Vieille? Ai-je pensé. Marc et moi parlions à un conseiller financier, a-t-elle dit. Et il a eu cette idée brillante. Il a dit, papa, la maison est payée, n'est-ce pas? Tu sais qu'elle l'est, ai-je dit. C'est la partie incroyable, a-t-elle jailli. Tout ce, comment il a appelé ça? L'équité. C'est juste assis là, bloqué, à ne rien faire. Il a dit qu'on pourrait prendre un petit prêt, juste une ligne de crédit hypothécaire simple. Ça ne te coûterait pas un centime, papa. On ferait tous les paiements à 100%. On le promet. Un prêt contre ma maison? Ai-je répété, jouant l'idiot. Oui, a-t-elle dit, se précipitant maintenant. La seule chose, c'est que parce que la maison est à ton nom, ou au nom de la société, on a juste besoin que tu signes les papiers. Juste pour l'autoriser. C'est tout. C'est juste une signature. Là, c'était la désespoir.
La date limite pour le détournement de fonds de marque devait approcher. Ils avaient besoin de ma signature. C'était le moment. Je ne pouvais pas dire non, sinon ils paniqueraient. Je ne pouvais pas dire oui. Je devais gagner du temps. Vernet avait besoin de 3 jours de plus pour que la vente soit finalisée. « Émilie, ma chérie », ai-je dit, laissant ma voix se briser juste un peu. C'est beaucoup à réfléchir. Un nouveau prêt. Je suis encore chez Bill. Je suis encore en train de digérer tout ce que tu as dit sur le loyer. Ma tête tourne juste. Je ne peux pas penser aux banques en ce moment. Je l'ai entendu expirer. C'était un son de pur soulagement. Il n'a pas dit non. Il est faible. Il est confus. On l'a eu. Oh, bien sûr, papa, a-t-elle roucoulé. Prends ton temps. Prends quelques jours. On comprend complètement. Juste, ne prends pas trop longtemps, d'accord? On a vraiment besoin de ça. S'il te plaît. J'y penserai, Émilie, ai-je dit finalement. Je promets. J'ai juste besoin du week-end. Je t'appellerai. Je t'appellerai dimanche. D'accord, papa. Oui, dimanche c'est parfait, a-t-elle dit, victorieuse. Merci. On t'aime. Au revoir, Émilie. J'ai raccroché. J'ai regardé le téléphone comme si c'était un serpent. Dimanche. Ils allaient avoir un très mauvais début de semaine. Le téléphone de l'hôtel a sonné à 14 heures précises, comme Vernet l'avait promis. Thomas, c'est Vernet. J'ai passé les appels. Lyon Investissement Immobilier est venu fort. 940 000 € comptant. Ils peuvent virer la compte en 1 heure et clore en 5 jours ouvrables. Prenez l'offre, ai-je dit. Thomas, c'est une décote significative, a prévenu Vernet. C'est le prix de la liberté, Vernet. C'est une bonne affaire. Très bien. Je rédige l'accord d'achat immédiatement. Ils voudront signer vite. Vous devez venir au bureau. Cet après-midi, 15 heures. J'y serai. Je suis allé au placard de ma suite. J'ai repoussé la chemise froissée et le pantalon kaki que je portais quand j'ai quitté la maison, le costume du vieil homme simple. Derrière eux, dans une housse, se trouvait mon armure. Émilie et Marc ne m'avaient jamais vu que comme un veuf en jean délavé. Ils n'avaient jamais pris la peine de demander ce que je faisais pendant 45 ans avant de prendre ma retraite. J'ai enfilé une chemise blanche impeccable. J'ai noué une cravate en soie bleu sombre. J'ai mis le costume bleu marine, celui que j'avais fait faire sur mesure. J'ai glissé la lourde montre Omega en or à mon poignet. C'était le dernier cadeau de Caroline. Pour l'homme qui gère le monde, disait l'inscription. J'ai regardé dans le miroir. Le pensionnaire triste et confus de la cuisine avait disparu. L'homme qui me regardait était Thomas Vance. L'homme qui avait dirigé une équipe de construction de 50 personnes pendant 40 ans. Le gérant. J'ai pris un taxi pour le bureau de Vernet au centre-ville. Vernet m'a accueilli à la porte de sa salle de conférence. Thomas, vous avez l'air en forme. Je me sens concentré, Vernet. Finissons en. La salle de conférence était massive. Au bout de la table était assis un jeune homme. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et il sentait l'ambition. Thomas, a dit Vernet. Voici Monsieur Cade, de Lyon Investissement. Il est ici pour signer au nom des acheteurs. Cade s'est levé et a tendu une main manucurée. Monsieur Vance, un plaisir. Nous voulons garantir une transition respectueuse. J'apprécie la rapidité, Monsieur Cade, ai-je dit fermement. Respectueuse et rapide. Nous nous sommes assis. Vernet a fait glisser une pile de documents devant moi. Thomas, voici l'accord principal. Prix de 940 000 €, tout comptant. Voici la clause de renonciation à l'inspection. Et ceci, il a tapoté une autre page. C'est la partie la plus importante. Cette clause confirme que la propriété est actuellement occupée et que l'acheteur, Lyon Investissement, assumera toute responsabilité légale et financière pour le départ des occupants. Le départ des occupants. C'est ce qu'étaient devenus Émilie et Marc. Juste une ligne dans un contrat. Je comprends, ai-je dit. J'ai pris le stylo. J'ai signé le nom que je n'avais pas utilisé depuis 5 ans. Thomas Vance, gérant de la SCI. J'ai signé la cession de la cuisine où Émilie avait fait ses premiers pas. J'ai signé la cession de la chambre où ma femme était morte dans mes bras. Je n'ai rien ressenti. Rien que la satisfaction froide et propre d'un travail bien fait. Monsieur Cade a signé à son tour. Il s'est levé, son sourire parfaitement en place. Un plaisir, Monsieur Vance. Les fonds seront virés sur le compte de la société sous 48 heures. Merci, Monsieur Cade,
ai-je dit. Il est parti. La transaction entière avait pris moins de 15 minutes. 15 minutes pour effacer 40 ans de ma vie. C'est fini, Thomas, a dit Vernet. La maison n'est plus à vous. Elle leur appartient. Et les occupants? Ai-je demandé. Ils ne sont plus votre souci, a dit Vernet en fermant un dossier. Ils sont le souci de M. Cad, et je peux vous assurer que Lyon Investissement n'est pas connu pour sa sentimentalité. J'ai passé ce vendredi dans un état de suspension froide. Le virement était en cours. J'étais de retour dans ma suite, une forteresse d'anonymat. Mon téléphone portable a vibré. Je savais que c'était elle. Papa, tu vas bien? Papa, s'il te plaît, appelle-moi pour les trucs de la banque dimanche. Je l'ai ignoré. Dimanche. C'était son échéance. Elle attendait avec impatience le dimanche. Moi, j'attendais avec impatience le samedi. À 17h exactement, le téléphone de l'hôtel a sonné. C'était Vernet. C'est fait, a-t-il dit. Le virement a été compensé. L'acte a été enregistré électroniquement. À partir de ce moment, vous ne possédez plus la maison. L'affaire est close. Et la suite? Ai-je demandé. Je viens d'avoir l'équipe juridique de M. Cad. Ils envoient un huissier à la maison demain matin, samedi, à 9h précises. Il signifie à votre fille et votre gendre un commandement de quitter les lieux immédiats pour occupation sans titre. Immédiat. Ils utilisent une procédure d'urgence pour péril imminent ou une faille similaire qu'ils maîtrisent bien, invoquant le fait qu'il n'y a jamais eu de bail. Ils leur donneront 72 heures avant de faire intervenir la force publique pour changer les serrures et sécuriser le bien. C'est brutal, mais c'est légal dans ce cadre spécifique de vente à un professionnel. 72 heures, ai-je répété. Ils recevront l'avis à 9h samedi. Ils devront être partis mardi matin à 9h. Exactement, a dit Vernet. J'ai raccroché. C'était fait. Dans 16 heures, Émilie et Marc se réveilleraient. Ils feraient leur café, détendus, pensant que leur vieil homme allait céder dimanche. Et puis la sonnette retentirait. Samedi matin, 9h. J'étais assis dans le fauteuil en peluche près de la fenêtre de ma suite. 9h01. J'imaginais la scène à travers la ville. 9h02. Je me demandais si Marc dormait encore. 9h05. Mon téléphone portable posé sur le bureau a vibré. L'écran s'est allumé. Émilie. J'ai souri. Pile à l'heure. J'ai laissé vibrer une fois. 2 fois. À la 3e sonnerie, j'ai décroché. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste écouté. Ce n'était pas un mot. C'était un cri. Un hurlement aigu, guttural. Papa. Papa, où es-tu? Oh mon Dieu, papa. Émilie, ai-je dit, injectant la quantité parfaite de confusion de vieillard dans ma voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Un homme, a-t-elle hurlé. Un homme était juste là. Il a sonné et il a collé un papier sur notre porte. Un avis orange vif. Un prospectus? Ai-je demandé innocemment. Non. Un commandement de quitter les lieux. Ça dit Lyon Investissement Immobilier. Qui sont-ils? Papa, ça dit que la maison a été vendue. Je ne sais pas, ma chérie, ai-je dit. Peut-être que c'est une erreur. Ça a notre adresse, papa. Ça dit que nous avons 72 heures. Qu'est-ce que tu as fait? Là, c'était l'accusation. Qu'est-ce que tu as fait? Jamais responsable. Toujours victime. Émilie, je ne comprends pas. Je suis chez Bill. J'ai entendu un bruit violent, et puis la voix de Marc a rugi dans mon oreille. Toi, espèce de vieux salaud. Tu as fait ça. Tu essaies de nous faire peur à cause du loyer? Annule tes faux avocats tout de suite. Faux avocats? Ai-je demandé, ma voix changeant soudainement. Marc, je n'ai pas d'avocat. Je suis juste un vieil homme, tu te souviens? Ne joue pas à l'idiot avec moi. Arrange ça ou je jure devant Dieu. Ou quoi, Marc? Ai-je demandé. Ma voix n'était plus confuse. Elle était froide. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Tu vas me menacer? Toi, un homme qui vit gratuitement et qui est actuellement sous enquête pour avoir détourné 50 000 € de son dernier emploi. Le silence à l'autre bout de la ligne était absolu. Marc était sans voix. Tu savais? A chuchoté Émilie, reprenant le téléphone. Je sais tout, Émilie, ai-je dit. Je sais pour les 210 000 € de dette. Je sais pour la BMW. Je sais pour les 50 000 € qu'il a volés. Mais la maison? A-t-elle bégayé. Ça dit qu'elle est vendue. C'est le cas, ai-je dit en prenant une gorgée de café.
Lyon Investissement Immobilier sont les nouveaux propriétaires légaux. Vous avez 72 heures. Non, tu mens. Tu ne peux pas. C'est notre maison. C'était ma maison, ai-je corrigé. Tu as été très claire, Émilie. Tu as dit, c'est notre monde maintenant, papa. Paix ou dégage. Alors j'ai dégagé. Et comme je partais, je n'avais plus besoin de la maison. Alors je l'ai vendue. Tu l'as vendue? A-t-elle hurlé. Oui. Hier après-midi. Une transaction très propre. Tu es un monstre. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? La famille, ai-je dit, s'est arrêtée au moment où tu as décidé que mon amour était une marchandise que tu pouvais extorquer. Vous m'avez donné un choix. J'ai choisi. Mais on n'a nulle part où aller. On n'a pas d'argent. Je suis désolé, ai-je dit. Mais ce n'est plus mon problème. Mais c'est ta maison. Tu y vis depuis 40 ans. Plus maintenant. Et en réalité, Émilie, je ne la possédais pas personnellement. C'était au nom de la SCI. Une structure que ta mère et moi avons créée pour nous protéger des gens avides. Je suis le gérant. J'ai le pouvoir de vendre. Et c'est ce que j'ai fait. Tu l'as vendu pour combien? A demandé Marc, sa voix tremblante, revenant sur la ligne. Je parie que tu l'as bradé. J'ai eu une offre très juste, ai-je dit. Ils ont viré l'argent ce matin. 940 000 euros. J'ai entendu un bruit de verre brisé. 900? A hurlé Émilie. 940 000 euros, ai-je répété. Tout cet argent, a-t-elle sangloté. Et il l'a juste donné. Je n'ai rien donné, Émilie. J'ai liquidé un actif. Papa, s'il te plaît, a supplié Marc, pleurant maintenant. Tu dois annuler. On fera n'importe quoi. On paiera le loyer. C'est trop tard, Marc. C'est vendu. C'est irrévocable. S'il te plaît, donne-nous l'argent, a pleuré Émilie. Juste ce dont on a besoin. Pour payer les dettes de Marc. Pour nous sauver. Tu es notre père. C'était la demande finale. Dégoûtante. Non, ai-je dit. Quoi? Non. Je ne vais pas vous donner un seul centime de cet argent. Ce n'est pas votre héritage. C'est l'argent de la SCI, et je suis le gérant. Et j'ai décidé que vous étiez un mauvais investissement. Tu nous détestes, a-t-elle sangloté. Non, je ne vous déteste pas. Je ne ressens rien. Vous êtes des étrangers qui ont essayé de me détruire. Tu m'as dit de payer ou de partir. J'ai respecté ta décision. Je suis parti. Papa. Adieu, Émilie. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de Marc. J'ai éteint mon téléphone. C'était fait. Le cancer était coupé. La maison était vendue. L'argent était en sécurité. J'ai pris le téléphone de l'hôtel et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Allô? Léo, fiston. Papa. Salut. Comment vas-tu? J'ai souri. Un vrai sourire. Je vais bien, fiston. Je vais vraiment bien. Dis-moi, comment toi et les enfants vous sentiriez-vous à propos d'un voyage en Europe? J'ai soudainement beaucoup de temps libre et un peu d'argent de côté. Cette histoire est un rappel puissant que la cupidité est un poison. Émilie et Marc étaient si obsédés par l'argent qu'ils croyaient mériter qu'ils ont détruit la relation qui les soutenait. Ils ont confondu gentillesse et faiblesse. Ils ont appris trop tard que le respect ne s'achète pas et que la dignité, une fois jetée, ne se rachète pas.